Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, l'empathie a fait son entrée à l'école pour lutter contre le harcèlement, mais elle peut se révéler utile sur bien d'autres plans. C'est en tout cas la conviction de Nathalie Jouclas et Cécile Chavel. Elles sont les invitées du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on révise cette semaine notre culture générale sur le thème des océans. Question du jour, que désignent les aires oligotrophes ? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec l'océanographe Marina Lévy. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Les années collège s'intéressent aujourd'hui à un YouTuber bien connu. Jusque-là, des ados récemment découverts par leurs aînés, Thibaut InShape. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Nathalie Jouclas, bonjour. Bonjour. Vous avez longtemps enseigné les lettres modernes et dirigé des structures scolaires. Vous êtes aujourd'hui coach certifié formé à la psychoéthique. On va évidemment définir ce que c'est. On le fera peut-être avec Cécile Chavel. Cécile, bonjour. Bonjour. Et vous êtes psychanalyste depuis 27 ans, coach en management, leadership et développement personnel, spécialiste et autrice de cette théorie tout à fait originale qu'est la psychoéthique. Vous publiez toutes les deux chez Erol un livre intitulé L'empathie à l'école. Le sous-titre est le suivant, une méthode innovante pour la cultiver, la transmettre et l'enseigner. Je voudrais, je ne sais pas qui d'entre vous veut prendre la parole en premier, quand même revenir là-dessus, c'est que ce sujet de l'empathie à l'école, il est entré dans l'actualité dans un contexte piégé, très réducteur, celui de la prévention des violences scolaires, du harcèlement. C'est Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, qui en avait fait une priorité à la rentrée 2024. Or, pour vous deux, l'empathie, c'est une clé qui ouvre bien d'autres portes que celle de la lutte contre la violence. Oui, l'empathie, c'est vraiment la base du fonctionnement du psychisme humain pour les relations. Donc, on a eu envie d'expliquer avec Nathalie et toute son expérience dans l'enseignement, toutes les deux ensemble dans un regard croisé, comment on pourrait entrer vraiment dans cette notion de l'empathie de façon profonde, en profondeur, pour expliquer comment s'en servir pour l'école, dans l'enseignement, mais aussi par rapport aux parents, aux élèves. C'est une méthode aux enseignants eux-mêmes, d'ailleurs. Aux enseignants, exactement. Dans le travail d'équipe, ça peut servir énormément. Aux enseignants eux-mêmes. Et vous avez fait le geste, on comprend que c'est l'idée de quelque chose de systémique, d'englobant, d'holistique. Il y a plein de mots qui peuvent dire ça. On va sur le fond du psychisme, on explique le fonctionnement de l'empathie et on a une méthode qui va permettre de... Voilà, alors je vous laisse la parole pour ça, j'imagine, Nathalie, que c'est plutôt pour Cécile cette question-là, qui est la définition de ce qu'est la psychoéthique, en quelques mots. C'est un concept que j'ai forgé quand je me suis rendu compte à l'écoute des patients et des gens finalement depuis 25 ans qu'il y avait une éthique qui est à l'intérieur de l'être humain, qui en fait est l'éthique qui préside au déploiement de l'énergie vitale en nous. C'est-à-dire, si on respecte ces principes, on va être épanoui et dans la joie. Si on ne les respecte pas, on ne le sera pas. C'est vraiment ce qui construit la vie. Non, il y a ce qu'on appelle parfois des dissonances cognitives ou des choses comme ça, on n'est pas bien, quoi. C'est ce qui construit la vie par opposition à ce qui la détruit. Et ça, c'est utile dans toutes les relations, quels que soient les domaines. Ça peut servir à tout le monde et ça doit, pour nous, s'enseigner dès le départ, donc dès les petites classes. Donc, maintenant qu'on a la possibilité d'avoir des cours d'empathie, on s'est dit peut-être effectivement aussi bien les enseignants que les parents ont besoin d'avoir une méthode qui tienne compte de cette éthique-là. Sauf que si je vous ai bien compris toutes les deux, l'empathie c'est de se mettre à la place des autres, mais pour commencer il faut d'abord se comprendre soi-même, comprendre ses propres besoins, c'est ce que vous venez de dire au fond. C'est ça, comprendre parce qu'on a un fond commun des besoins qui est commun à toute l'humanité. Et l'idée, c'est de revenir à ce fond commun pour pouvoir ensuite comprendre les spécificités. Donc on a, à partir de ce fond commun des besoins humains, qu'on explique là dans le livre, comment on les ressent en nous, comment on peut constater que c'est les mêmes besoins finalement chez tout le monde, comment à partir de là, chacun est spécifique. Et cette plongée sur le fond permet à ce moment-là d'être en contact pour comprendre l'autre et vraiment se mettre à sa place sans oublier de se mettre à notre propre place tout autant. Nathalie, quand vous rencontrez à la fois ces questions d'empathie, la psychoéthique, vous êtes enseignante. Oui. Et vous vous dites à un moment donné, tiens, ça c'est génial, ça peut aider à la fois dans mon enseignement, dans mes établissements, vous avez dirigé des structures. Oui. En quoi ça fait écho ? Alors ça fait écho parce que d'abord on se connaît depuis très longtemps en fait avec Cécile, et Cécile m'a toujours dit, tu sais, tu t'en rends peut-être pas forcément compte, mais finalement tu fais de la psychoéthique, et c'est pour ça aussi qu'au sein des institutions ça fonctionne, et au sein aussi des cours que tu peux dispenser ça fonctionne, et pourquoi tes élèves
interagissent. Vous êtes une Madame Jourdain de la psychoéthique, mais alors qu'est-ce qui lui permet de dire que vous faites de la psychoéthique? C'est une certaine façon de vous adresser aux élèves, c'est une certaine façon de... Alors on l'a développé dans le livre et c'est la raison pour laquelle on a suivi en fait cette structure. Nous, on a suivi une structure en 5 étapes. D'abord, se comprendre, et finalement, c'est très essentiel de pouvoir identifier les émotions et de savoir exactement ce qui se passe au moment où ça se passe pour soi, et on peut comprendre l'autre. Ensuite, il est essentiel d'instaurer une très bonne relation en fait avec ses élèves. Donc, c'était important aussi de pouvoir entrer en relation et savoir comment on entrait en fait en relation avec ses élèves. Essentiel aussi de se respecter. La question de l'autorité était pour nous, avec Cécile, une question essentielle. Parce que l'empathie, ça n'interdit pas l'exercice d'une forme d'autorité, mais l'autorité n'est pas l'autoritarisme. Et ça, vous expliquez très très bien comment on fait pour faire la part des choses. Exactement. Pour nous, l'autorité, c'est une autorité naturelle qui passe par le charisme et par la présence. Voilà. Et puis tout cela, quand on est bien aligné, nous permet de nous estimer et pour enfin s'épanouir, qui est le dernier chapitre qu'on a beaucoup travaillé en fait avec Cécile et qui est une manière, et c'est aussi le but, d'entrer en joie. Et c'est très important de pouvoir enseigner avec cette joie et de transmettre cette joie parmi nos élèves et en même temps pour l'enseignant. J'attrape au vol ce mot de charisme que vous venez de prononcer, mais le charisme, on a tendance à penser qu'on l'a ou on ne l'a pas. Alors comment on fait, comment font les enseignantes, les enseignants qui ne sont pas très charismatiques? Eh bien justement, le charisme, ça s'apprend. Apprendre à être justement en connexion en fait avec soi, et pas seulement en fait avec soi, mais aussi se laisser aller, se laisser pénétrer finalement par cette passion que l'on a pour l'enseignement, mais aussi pour des passions de la vie. Ça nous permet en fait d'incarner cette présence auprès de nos élèves, et ces deux aspects combinés, charisme et présence, permettent d'avoir une autorité naturelle. Et il n'est pas nécessaire d'imposer l'autoritarisme, d'imposer cette autorité. Il faut qu'elle soit incarnée, cette autorité, et partagée, et elle est forcément transmise en fait aux élèves. Dans les autres piliers de l'empathie, de la psychoéthique, enfin de tout ce que vous promeuvez dans cet ouvrage, il y a l'idée de porter un regard aimant sur les élèves. Alors je me suis posé la même question. Il y a des gens qui portent des regards aimants de manière un peu spontanée, naturelle, mais oui, sinon, ça aussi, ça s'apprend. En fait, ça s'apprend, ça s'exerce aussi quelque part, de pouvoir considérer chacun comme étant de bonne volonté, tout simplement, en se disant, mais en fait, chacun essaye de faire de son mieux, même si le résultat n'est pas toujours là, que ce soit l'élève, que ce soit l'enseignant, que ce soit le directeur de l'école, tout le monde essaye de faire de son mieux. Et quand on prend la peine juste d'avoir ce regard-là, bon, alors s'il a essayé de faire de son mieux, comment de son point de vue est-il arrivé là? Et moi aussi, comment de mon point de vue je suis arrivé là? Ce qui nous permet de vraiment approfondir cette méthode, empathie pour toi, empathie pour moi, solution créative. Et ça permet de mettre chacun dans un regard de respect par rapport à son angle de vue sur la situation. Parce que souvent, on ne prend pas en compte l'empathie, par exemple, pour les professeurs. C'est pour ça qu'on les incite aussi à entrer dans leur joie, dans leur enthusasme personnel, et que c'est ça qui va plaisir, mais permettre on en reparlera vers la fin, si vous le voulez bien. Mais le charisme, c'est lié à ça aussi. Le charisme est lié à ça. Il y a quand même un autre point. Vous parlez du besoin de sécurité dans le groupe des élèves et de la nécessité d'établir des règles claires. Il y a toute une question qui se pose, qui est celle de l'implicite et de l'explicite. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des malentendus considérables parce que, et vous l'avez peut-être vécu comme enseignante, je ne sais pas, je me tourne plutôt vers vous, vous allez donner une consigne, opposer quelque chose qui, pour vous, est tout à fait évidente, et vous vous rendez compte après que non, ça n'a pas été compris du tout de la même manière. Exactement. Donc, c'est pour ça que la psychoéthique nous aide, en fait, par l'identification des besoins, mais aussi des règles qui sont propres au fonctionnement humain, à clarifier les choses. Et en fait, c'est grâce aux clarifications que l'on peut, aussi bien du côté des élèves que du côté des enseignants, avoir cette relation apaisée. Par exemple, quand on donne effectivement cette consigne et qu'on s'aperçoit que nos élèves n'ont pas compris en fait exactement tel qu'on l'entendait, eh bien, ça nous permet aussi de dire, moi je pensais vous amener à telle notion et finalement vous pensiez arriver à cette notion par tel biais. Donc, comment on reclarifie les choses, et la clarification du cadre, pour nous, dans le livre, on l'explique, c'est extrêmement important. Et c'est fondamental. Cécile Chavel et Nathalie Jouclas, l'empathie à l'école, ça vient de sortir, c'est chez Erol, préface de Frédéric Lenoir. On se retrouve dans quelques minutes. Nous, on fait un peu de culture G ici. On essaie de le faire de manière empathique et joyeuse, et on va le faire avec Marina Lévy qui nous accompagne depuis le début de la semaine sur la question des océans. L'anti-sèche.
Que désignent les aires oligotrophes? C'est notre question de culture G du jour, question relative aux océans, le thème qu'on explore depuis le début de la semaine. Avec vous, Marina Lévy, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes océanographe, chercheuse au CNRS, conseillère océan à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. On vous reçoit juste avant un grand événement qui aura trait aux océans, qui est l'UNOC, qui est une conférence des Nations Unies qui aura lieu à Nice sur les océans. Et vous signez avec votre collègue Laurent Bob du CNRS l'Océan en 30 questions. C'est à la documentation française, collection doc en poche, entrée dans l'actu. Alors, nos aires oligotrophes, c'est quoi? C'est des déserts. C'est des déserts. C'est assez étonnant de parler de déserts. déserts. Il y a des déserts dans l'océan. Oui, il y a des déserts dans l'océan. C'est vrai que quand on regarde l'océan, on voit une grande étendue bleue. On n'imagine pas que, comme sur déjà, Terre... on peut trouver ça un peu désertique. Ouais, déjà. Mais on n'imagine pas qu'il y a des contrastes de végétation aussi importants qu'il y a sur Terre. Et quand je parle de végétation, je ne parle pas d'algues qui sont fixées aux parois. Je parle vraiment à l'intérieur de l'océan, en suspension dans l'eau. Parce que la plus grande quantité de végétation qu'il y a dans l'eau, c'est des microalgues qu'on appelle le phytoplancton. C'est ça, qui nourrissent d'ailleurs plein de... Qui nourrissent tout en fait. Tout le monde, c'est le démarrage de la chaîne alimentaire dans l'océan, c'est le phytoplancton. Et il y a des endroits où il n'y a pas de phytoplancton. Et il y a des endroits où il y en a très peu. Et c'est au centre de ces grands gyres oligotrophes. Alors voilà, les gyres, on les a révisés hier. Ouais. Ce sont des courants circulaires. Voilà. Je me souviens du petit... Voilà, dans l'Atlantique Nord, le Pacifique subtropicaux, Nord, ouais, c'est ça. Atlantique Sud, Pacifique Sud, et c'est des endroits où il y a très peu d'éléments nutritifs, et donc il y a très peu de phytoplancton. Alors comment ça s'explique cette relative absence ou cette absence de vie d'ailleurs? Ça s'explique par le fait qu'il y a très peu d'apport de nutriments, de nutritifs par le fond, parce que les courants dans ces régions-là, moyens, ils sont plutôt dirigés vers le bas, en raison de un mouvement moyen qui est dirigé vers le bas. Alors, ce qui est assez donc ça emprisonne en quelque sorte l'azote, le phosphore, tous ces trucs-là. C'est ça. Et puis le phytoplancton, pour faire sa photosynthèse, il en a besoin. Et moi, ce que j'allais vous dire, c'est que ce qui est absolument fantastique, c'est que ça se voit avec des satellites depuis l'espace. Parce que le phytoplancton, il a un pigment photosynthétique, la chlorophylle, qui donne une coloration verte à l'eau. Et donc, on peut regarder les différences de couleur de l'eau depuis l'espace. Et puis, quand vous faites ça, vous vous rendez compte qu'il y a d'énormes forêts aux latitudes élevées, dans le nord de l'Atlantique, par exemple, dans l'océan austral. Et puis, il y a des régions où c'est vert. Et puis, il y a des régions où c'est beaucoup plus bleu, dans ces régions oligotrophes. D'accord. Donc, le beau bleu de l'océan, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'alimentation de tout ce qui vit dans nos océans. Voilà. Il y a aussi des floraisons saisonnières de phytoplancton. Voilà, c'est comme des forêts en fait. C'est ces forêts et c'est très saisonnier. Donc ça a lieu au printemps, tous les printemps dans l'Atlantique Nord. Il y a une énorme floraison de phytoplancton. Et ça, c'est lié au fait qu'on va amener en hiver des nutriments. Parce qu'il va y avoir des mouvements convectifs qui vont les ramener vers la surface. Convectif, c'est... Oui, un mélange qui va les ramener en surface. Pour qu'il y ait du phytoplancton, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait de la lumière, et donc ça a lieu forcément dans les 100 premiers mètres de l'océan. Ouais, c'est ça. Sous 100 mètres, il n'y a plus assez de lumière pour qu'il y ait de la photosynthèse. Et puis, il faut qu'il y ait ces éléments nutritifs, et ces éléments, ils viennent du fond. Et c'est vraiment les courants, les mélanges naturels dans l'océan qui enrichissent en engrais, c'est comme des engrais, la couche de surface et qui permettent cette floraison de phytoplancton tous les printemps. Et si on est fidèle de la quotidienne et qu'on vous a bien écouté hier, on fait le lien avec nos upwellings, nos courants ascendants, donc ça c'est plutôt sympa, ça fait remonter. Mais oui, ça fait remonter, et donc les zones les plus poissonneuses du monde, on les trouve au large du Sénégal, au large du Pérou, parce que c'est des régions d'upwelling qui sont très forts, où on va avoir des remontées de nutriments. Et donc, il va y avoir beaucoup de phytoplancton qui va se développer, qui va être mangé par des planctons un peu plus gros, qu'on appelle le zooplancton, par les larves de poissons. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on va avoir des zones très poissonneuses dans ces régions-là. Marina Lévy, merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous voulez en savoir plus sur l'océan, c'est le moment, puisqu'il y a la grande conférence internationale des Nations Unies, l'UNOC, qui a lieu à Nice. C'est du 9 au 13 juin. Vous allez en entendre parler dans l'actualité des océans tous les jours. Et bien, si vous avez envie de tout comprendre, vous lisez L'Océan en 30 questions. Ouvrage à la fois très visuel, bref, compréhensible de toutes et de tous, signé Marina Lévy et Laurent Bopp, qui sont tous deux chercheuses au CNRS, et Marina qui est aussi conseillère océan de l'IRD. On se retrouve demain ? À demain. Allez, question de demain. Pourquoi l'océan se réchauffe-t-il? Si vous avez été très attentif, on a commencé à y répondre depuis le début de la semaine. Grand oral, la suite. Le troisième chapitre du livre de Cécile Chavel et Nathalie Jouclas s'intitule « L'empathie pour se respecter, favoriser l'autorité naturelle ». Là encore, je me suis reposé la même question que pour le charisme, que pour le regard aimant. Si on n'a pas d'autorité naturelle,
Ah, mais ça s'apprend, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Tout s'apprend, hein, c'est ça que vous nous dites. Mais comment ça va? Quand on est à l'Éducation nationale, par exemple, on n'est pas formé à tout ça. Voilà, et c'est la raison pour laquelle on a écrit ce livre, parce que quand effectivement Gabriel Attal a fait de l'empathie la notion absolument à acquérir, ça n'a pas vraiment été accompagné du point de vue des institutions. En fait, il faut encore une fois que les professeurs se débrouillent pour essayer de faire passer l'empathie, qu'ils connaissent. Bien évidemment, tout le monde connaît les notions d'empathie, mais ce qui nous a intéressé, c'était de pouvoir approfondir en fait le concept et pouvoir proposer, comme vous savez, puisque vous avez lu le livre, des ateliers aussi concrets pour la mise en place en fait de cette empathie. Comment on peut la faire sentir, ressentir en fait à nos élèves, et comment en tant qu'enseignant on peut la dispenser et on peut s'y former. Et c'est ça qui est rassurant finalement dans l'histoire, c'est que tout s'apprend. Dans les conseils très concrets que vous donnez justement aux enseignantes et aux enseignants, il y a celui de cultiver leur passion. Pareil, si la passion s'est émoussée, comment je fais? J'adorais Balzac quand j'étais petit, je prends un exemple en lettres, hein, puisque vous avez enseigné les lettres modernes. Oui. Puis maintenant, Balzac... Et bien justement, je pense que quand on est véritablement en connexion avec soi, on est en mesure de transmettre en fait cette passion, d'aller la rechercher et de savoir que cette passion peut être contagieuse. Il n'y a pas plus contagieux que l'exemple, comme le dit La Rochefoucauld. Eh bien, ça redonne aussi, parce que c'est ça aussi la psychoéthique. C'est un cercle vertueux, en fait. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il y a une réciprocité. Un prof passionnant, de toute façon, un prof passionné est passionnant. Et ainsi, les élèves recueillent cette passion et ont envie d'en savoir plus. Et on s'implique davantage dans les apprentissages. Cécile. Oui, on les incite à être créatifs, justement, pour s'impliquer dans les apprentissages, parce que souvent, les professeurs sont bridés par le programme, le timing, qu'est-ce qu'il faut absolument faire. Et on les incite à pouvoir prendre une certaine marge là-dedans pour aller rechercher pour chaque moment leur propre créativité, ce qui va aussi leur plaire à eux et qui va leur permettre d'entrer dans un échange plus personnel, plus direct avec les élèves et de se détacher un peu de toutes les contraintes pour essayer d'entrer dans la passion qu'on a peut-être des fois perdue, mais qui est toujours pas loin quelque part quand on va la chercher en se demandant qu'est-ce qui nous ferait vraiment plaisir dans ce cours aujourd'hui à nous. Oui, parce qu'on part aussi du présupposé que quand on est enseignant, c'est un métier très particulier, donc on est passionné au départ par sa matière, et c'est la raison pour laquelle on l'a choisi. Et après, on rencontre les élèves. Voilà. Comment ? Et après, on rencontre les élèves. Et après, on rencontre les élèves. Et c'est là où il faut réactiver cette relation. La petite étincelle initiale, celle qui fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de vous inscrire en lettres ou oui, exactement. en maths, en que sais-je. Voilà. Ce que vous préconisez en vous lisant, je me disais que ça recoupe souvent un certain nombre de préceptes de ce qu'on appelle l'éducation dite positive, comme par exemple le recours à des critiques constructives pour plutôt encourager, valoriser ce qu'on appelle le renforcement positif. C'est quand même dans cette grande famille. C'est dans cette grande famille, mais ça va plus profondément dans le fonctionnement du psychisme humain. C'est toutes mes recherches sur l'inconscient que j'explique de façon très simple dans ce livre. Mais ça permet d'aller plus loin. On ne reste pas à la surface de « faudrait être sympa, faudrait être gentil ». On entre dans comment ça marche vraiment les besoins de chacun, les miens et ceux des autres, sur une base commune. Et à partir de là, comment je peux vraiment me mettre à la place de l'autre sans nier rien des émotions négatives qui sont tout autant, négatives entre guillemets, car aucune émotion n'est négative finalement, parce qu'elles donnent tous une information, et une information qui doit être entendue et comprise pour permettre le dialogue entre les spécificités des personnes. Donc ça, on n'est pas sur une superficialité du « il faudrait être positif », on est sur une compréhension de qu'est-ce qui va faire avancer l'énergie de vie dans cette situation, qu'est-ce qui va permettre d'être sur le mouvement vital de l'avancée vers une solution. Et ça, c'est ce qui construit la vie par opposition à ce qui la détruit. Et ça répond à un certain nombre de principes que j'évoque dans ce livre, qui, s'ils sont respectés, marchent toujours. Donc, et c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui Vous donnez beaucoup d'exemples, parce qu'il y a des principes, mais il y a aussi des exemples de ce qui se passe en Angleterre, notamment, Danemark un peu aussi, mais beaucoup Angleterre. Peut-être que vous y avez vécu un petit peu. Alors moi non, mais Cécile. Moi, pardon, vous y vivez même. Oui, j'y vis depuis 8 ans, et j'ai mes 2 filles qui ont été dans le système anglais, l'une qui a 17 ans qui y est encore, et la deuxième qui alors ça a l'air génial, mieux que quand on regarde Adolescence sur Netflix. Qu'est-ce qu'on pourrait transposer ? Parce que c'est compliqué la transposition quand même de système. En fait, oui et non, parce que je pense qu'ils ont simplement accentué la question du cadre radicalement structurant et bienveillant.
à partir duquel les libertés intérieures et la créativité peuvent s'exprimer. Ce qui est frappant quand on va là-bas, c'est à quel point c'est strict au niveau du cadre, mais ce n'est pas ni agressif ni punitif. Le cadre est présenté, expliqué d'emblée à tout le monde, aux professeurs comme aux élèves, depuis les plus petites classes, comme étant quelque chose qui sert à tout le monde pour avoir une structure qui nous aide, qui nous soutient, qui est claire, qui est nette, qui est précise. À partir de là, ça, c'est pas discuté. Mais par contre, tout le reste à l'intérieur est bienvenu, discuté. Quand un élève n'arrive pas à respecter le cadre, on va essayer tout de suite de savoir pourquoi et trouver les solutions sans que ça soit sur un côté punitif immédiatement ou de jugement immédiatement. Il donne des sanctions, mais les sanctions sont prévues dès le départ et très bien expliquées, donc ça ne pose pas de problème. C'est ce que vous expliquez, que la sanction n'est pas forcément l'ennemi de l'empathie. En revanche, il y a toute une façon de la mettre en œuvre, parce que c'est vrai que certaines personnes, en vous écoutant, vont se dire bon, tout ça est sympa, mais c'est quand même très laxiste, vous savez, toutes les accusations qu'on peut porter contre ce type d'approche, et en fait, non, c'est quand même le cadre, la sanction, le cas échéant, mais pas la sanction n'importe comment, c'est ça? C'est l'explication du cadre qui compte beaucoup, l'explication du cadre et l'autorisation après à l'intérieur d'être chacun comme il est. Et quand même quelques petits interdits, par exemple, humilier les élèves, ça c'est, enfin voilà. Ça c'est interdit, c'est-à-dire le cadre s'applique vraiment à tout le corps enseignant, aussi bien qu'à tous les élèves. Tout le monde est à égalité dans ce cadre. Le respect fondamental de la dignité de chaque personne doit toujours être la base de tout et est présenté comme tel, comme étant une évidence qui fait du bien à tout le monde. Et vous dites qu'un des indices du manque d'autorité, c'est quand on passe par l'oppression. Et c'est ça. Quand on est dans le rapport de domination et qu'on cherche à écraser, ça ne peut pas fonctionner, en fait. L'élève ne peut pas comprendre, en fait, son erreur si on l'écrase. En fait, il est dans la révolte, à juste titre, puisqu'il n'est pas respecté dans sa dignité, et donc on n'obtient rien. Alors que quand on explique les choses, mais qu'on reste extrêmement ferme sur le cadre, l'élève peut très bien comprendre la sanction qui lui est infligée, parce qu'il a dépassé du cadre, et il connaissait le cadre. Donc nous, on est tout à fait pour un cadre structurant. De même que les enseignants, et c'est vrai que c'est aussi une façon de voir les choses en France, on est plus sur le reproche, la difficulté, souligner toujours la difficulté. Stylo rouge et retrait des points. Et donc je crois que si on a quelque chose, on a beaucoup de choses à apprendre du modèle anglo-saxon, mais je pense que l'une des choses, c'est la facilité de complimenter l'élève. Voilà, il y a valorisation, les encouragements, etc. On a encore un peu de mal peut-être en France. Donc ce livre apprend que le compliment permet de croître, de faire passer la vie et d'être dans cette joie. Et ça, c'était quand même cette dimension renforcement positif que j'ai vue. Il y a une dimension du livre que j'ai trouvé formidable vers la fin, c'est l'appel au rire, l'appel à la joie, l'appel au plaisir. Rire dont vous vous rappelez qu'on s'en est beaucoup méfié au Moyen-Âge. Le rire satanique. On a toute une tradition là qui ne nous aide pas. Comme quoi, ce qui serait joyeux ne serait pas sérieux. Donc on déconstruit un petit peu tous ces préjugés. Au contraire, il est très sérieux de se préoccuper de notre joie. C'est la meilleure manière en plus de retenir aussi ce qu'on apprend. Les élèves de Nathalie en témoigne. On témoignait hier à notre dédicace. Quand on est dans la joie de faire ensemble un exercice qui est créatif et qui permet aussi aux élèves d'être actifs et acteurs de l'exercice et d'être dans leur joie, dans leur plaisir partagé, ils se souviennent de la règle de grammaire, ils se souviennent de ce qu'ils expliquaient hier. Ils vont être dans la grammaire, ça ne va pas marcher, ça je peux vous dire. Il disait que même ça, c'est mes souvenirs d'étudiants en lettres modernes à moi. Même ça passe. Et alors vous avez amené plein d'élèves pour dire du bien de vous comme ça pendant votre dédicace. Non, mais c'est ce truc, vous avez reçu, vous avez dit 5 points de plus sur le prochain contrôle. C'était ça l'histoire. Même ça marche à tous les coups. Même pas, c'était spontané. L'empathie à l'école, une méthode innovante pour la cultiver, la transmettre et l'enseigner, je le redis, c'est vraiment tout l'inverse de l'idée de l'empathie, solution soi-disant miracle pour lutter contre le harcèlement, même s'il y a tout un chapitre consacré aux questions de violence, de harcèlement, et que bien évidemment, si on cultive l'empathie, ça fait reculer mécaniquement, presque automatiquement, ce genre de phénomène. Un livre essentiel pour construire l'école et le citoyen de demain, ça c'est ce que dit Frédéric Lenoir, qui a fait la préface du livre. Merci beaucoup à toutes les deux, Cécile Chavel, Nathalie Jouclas. Merci de nous avoir reçus. Merci. Du CDI d'Amélie Paris, puisque toutes les semaines, ce sont les années collège qu'on regarde ici. Et là, on va le faire autour d'un personnage bien connu des jeunes et désormais des adultes. Amélie Paris, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur documentaliste au Collège Maurice Utrio à Paris, dans le 18e en REP. Plus. Et vous animez les années collège. Ici, sur School TV, vous nous racontez la culture des ados, ce que vous
vous voyez aussi dans votre CDI, mais là on est vraiment sur la culture des ados. Et vous nous parlez aujourd'hui d'un YouTuber que les ados adorent, pas seulement les ados, il a quand même 26 millions d'abonnés, il n'y a pas 26 millions d'ados en France. Et il faisait aussi partie des personnalités qui ont été appelées à participer au dernier débat télévisé avec Emmanuel Macron. C'était le 13 mai dernier, Thibaut InShape. Oui, Thibaut InShape. Ben oui, qui conserve son titre de YouTuber le plus suivi de France, qu'il a acquis il y a exactement un an. C'était le 26 mai 2024, après un duel face à Squeezie. Alors aujourd'hui, ce YouTuber fitness au pec d'acier et aux bras musclés enregistre, comme vous le disiez Emmanuel, 26 millions d'abonnés, un chiffre qui donne le vertige, comme les millions de vues à chaque vidéo qu'il poste, notamment ses shorts, ses courtes vidéos dans lesquelles pas un seul de ses muscles nous échappe. Alors 26 millions, c'est l'équivalent de la population de l'Australie, mais c'est aussi la moitié des inscrits en France sur les listes électorales. C'est bien qu'il n'a pas été casté tout à fait par hasard le 13 mai dernier par l'Élysée et par TF1. Mais bon, on peut penser que l'Élysée a au minimum donné son accord. Oui, alors qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est une figure majeure de l'Internet français. Et aux dernières élections législatives, il a publiquement dit qu'il avait voté pour le parti d'Emmanuel Macron. Il était donc le candidat idéal pour le président pour intervenir sur le sport et sur la nutrition. Mais sa présence, enfin à distance, puisqu'il n'était pas présent physiquement sur le plateau, a fait débat. On s'est demandé pourquoi lui, pourquoi ne pas faire intervenir des gens plus concernés comme des professeurs d'EPS ou encore des médecins. C'est pas d'ailleurs la seule raison pour laquelle ça a fait débat, puisque ses prises de position ont fait débat. Alors il a dit qu'il avait voté pour Emmanuel Macron, mais bon. Ouais. Il a un passif. On lui connaît, un passif très controversé, des tweets misogynes quand il était jeune, des propos grossophobes et des vidéos jugées parfois trop patriotes. Alors, sa mauvaise réputation dans le milieu des influenceurs a contraint France TV à le sortir d'un casting d'une compétition sur Twitch l'année dernière, mais il a quand même porté la flamme olympique à Toulouse. En tout cas, son intervention télévisée, suivie par presque 6 millions de téléspectateurs, semble aussi lui profiter, lui qui veut redorer son blason. Et puis il a pris position récemment aussi contre Bruno Retailleau et le port du voile, la question pour le port du voile dans les compétitions sportives. Mais bon, si on revient à sa communauté, 26 millions d'abonnés, comment on arrive à agréger tout ça ? Eh bien, avec beaucoup de travail et de persévérance, des valeurs qui sont au centre de son histoire. Alors, contrairement à d'autres, il ne mise pas sur l'humour et le divertissement. Son créneau, à lui, c'est le fitness et la musculation. Alors, il explique qu'il a été victime d'une agression quand il avait 17 ans et que celle-ci a été un véritable déclic dans son parcours et que c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à faire du sport pour se protéger ou pour protéger les autres. Alors, 20 ans plus tard, 5300 vidéos sur YouTube, des millions de gens connaissent sa routine matinale. Réveil à 5h du matin, douche glacée, petit déjeuner. C'est pour ça que je ne connais pas, en fait. 2 heures de crossfit, parfois une deuxième séance de sport l'après-midi devant sa caméra, extinction des feux à 21h, fiancé avec une influenceuse fitness, il met régulièrement en scène sa belle histoire d'amour. Ce vrai monstre de travail ne fait pas de coupure le week-end. Il part en voyage, mais jamais en vacances. Sa devise pourrait être « Il n'y a que le travail qui paye ». Qui paye et qui rapporte. Mais oui, puisque le youtubeur a développé sa propre marque de produits qui va des haltères aux compléments alimentaires. Ceux qui le suivent ont vu sa transformation physique impressionnante. Et quand on lui pose la question d'un éventuel poste de ministre des Sports, il répond « Il ne faut jamais dire jamais ». Ben voilà. Enfin, sur ces millions d'abonnés, il y a les ados, et évidemment ceux du trio, et eux ne votent pas encore. Voilà, mais on espère qu'ils le feront bientôt. C'est ce que vous leur dites bien sûr. De faire. Oui. Minimo sur, on a parlé empathie pendant toute cette émission. Vous avez mis en place des cours d'empathie. Un atelier de développement des compétences psychosociales. Ça fait 2 ans à destination de tous les élèves de 6e. Et vous confirmez, ça sert à quelque chose et pas seulement pour lutter contre la violence et le harcèlement. Non, ça sert pour plein de choses, notamment au niveau des émotions. C'est vraiment très important. On aime beaucoup et on continue. Amélie Paris, merci beaucoup de venir nous raconter les années collège toutes les semaines dans la quotidienne de School TV. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de cette émission qui était en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Gory-Lafont et Alice Pitavi à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Moi je vais faire un peu de... Allez, on coupe.